Bonsoir. Bonsoir. Je suis content d'être là aujourd'hui dans le cadre de ce cours de culture littéraire haïtienne et pour vous, les élèves du NS2. Et la semaine dernière, on a essayé de voir la culture littéraire haïtienne en abordant l'école ou encore le Cénacle de 1836. C'était une sorte de révision parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu en classe de NS1, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, je vais pas m'arrêter là-dessus, mais je vais encore une fois faire un rappel concernant les différentes périodes de la littérature haïtienne. Et ensuite, je vais aborder la période qui nous concerne. C'est la période et, où il y avait l'école patriotique, le mouvement patriotique. Voyons, mes chers amis, nous allons voir ensemble. D'abord, rappeler que nous aurons un rappel et rappeler que la littérature haïtienne, c'est une littérature qui a vu le jour même de l'indépendance d'Haïti. C'est le jour même de la proclamation de l'indépendance que la littérature a vu le jour. Et à rappeler que Bois-Tonnerre a rédigé l'acte de l'indépendance. L'acte de l'indépendance, c'est une réalisation littéraire. C'est la première réalisation littéraire du pays, d'ailleurs. Écoutez, et voilà que Haïti a pris naissance dans un contexte spécial parce que c'était la première république qui a pu surmonter le joug de l'esclavage, qui a pu briser ce joug extrêmement difficile et même contre nature, parce que même les Français l'acceptent aujourd'hui que c'est une pratique contre nature, c'est une pratique inhumaine, parce que c'est vraiment horrible. Mais écoutez, le fait d'être libre euh, donne l'opportunité aux Haïtiens de s'exprimer, d'exprimer leurs pensées, leurs idées, de traduire leurs sentiments, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Eh bien, et c'est à partir de ce moment qu'a vu le jour la littérature haïtienne. Mais écoutez, le fait que la littérature, le fait que le territoire haïtien, le territoire, c'est-à-dire l'île d'Haïti était habitée par des habitants avant même la découverte du pays et de l'île par Christophe Colomb, le grand navigateur Christophe Colomb. Mais on n'arrive pas à dire que la littérature haïtienne existait avant même l'indépendance. Premièrement, ce n'était pas vraiment les Haïtiens. Deuxièmement, il y a l'absence vraiment de traces. Il y a l'absence d'œuvres littéraires et laissées par les habitants communément appelés les Indiens. Et au cours de l'esclavage, il y a un embryon de littérature, mais ce n'était pas de la littérature haïtienne. Mais en un mot, la littérature haïtienne a vraiment vu le jour en 1804, spécialement le 1er janvier 1804. Et à partir de là, on va avoir plusieurs périodes de littérature, plusieurs périodes. Il y a avant 5 périodes, si je ne m'abuse. La première période est communément appelée période pseudo-classique. Pseudo-classique, c'est un faux classique. Pseudo-classique signifie faux classique. Et la période pseudo-classique, qui est la toute première période, c'est la période qui a débuté en 1804 et qui va terminer en 1836 avec la naissance de l'école de 1836. Et cette période, c'était la période où la jeune nation devait s'organiser, devait planifier son avenir. C'était le moment, à ce moment-là, qu'a vu le jour la période pseudo-classique.
C'était une période extrêmement difficile, une période où les écrivains étaient contraints de défendre leur patrie, de défendre leur pays, leur nation contre l'adversité étrangère. Oui, c'était une période extrêmement difficile. Il y avait des intellectuels et des écrivains comme Antoine Dupré qui a écrit L'hymne à la liberté. Et il y avait Juste Chanlat, il y a Jules Milson, il y avait Ira Dumels. C'était tous des écrivains en vers. Il y avait aussi pour la prose, il y avait Brantônaire et Baron de Vastey. Il y avait tous ces écrivains au cours de cette période. La deuxième période, c'est la période du romantisme haïtien. Le romantisme haïtien, c'était la période où il y avait l'école, encore le Cénacle haïtien, la première école littéraire haïtienne, et fondée en 1836. Et c'était une période où les écrivains essayaient de continuer de défendre leur pays, défendre leur patrie, parce qu'il y avait encore de la menace étrangère, il y avait encore de l'adversité étrangère. Bon, et il y avait beaucoup d'intellectuels, plusieurs écrivains, mais par exemple, il y avait Coriolan Ardouin, il y avait Ignace No comme poète, c'est-à-dire ceux qui écrivaient écrit de poésie. Alors, il y avait Ignace No et Coriolan Ardouin. Et comme historien, il y avait Thomas Madiou, il y avait Bobo Ardouin, il y avait J. Sérémy, Bobo Ardouin. Et puis Thomas Madiou, c'était les écrivains de l'époque. Il y avait des hommes de théâtre comme Pierre Faubert, Lyoto et Théâtre. C'était des hommes de théâtre. Il y avait un romancier, c'était Émeric Bergeau. Émeric Bergeau, c'est le premier romancier haïtien qui a écrit Stella. Stella, c'est le premier roman haïtien écrit par Émeric Bergeau. La troisième période, c'est la période qui nous intéresse réellement, c'est la période de l'école patriotique, ou encore on l'appelle aussi l'épanouissement du romantisme haïtien. Le romantisme comme courant traversait la période du Cénacle haïtien, mais durant la période de l'école patriotique, ce courant allait connaître un épanouissement énorme, c'est-à-dire un développement énorme. Et voilà, durant cette période, on avait, par exemple, on avait Oswald Durand, on avait Massion Kwaku, on avait Tertullien Guilbeault, et comme poète, on avait aussi comme auteur et écrivain en pause, on avait Solon Ménos, on avait Joseph Janvier, Louis-Joseph Janvier et Denis Delorme, Anténor Firmin. C'était tous des intellectuels, des écrivains haïtiens qui écrivaient soit en vers ou en prose. OK. La quatrième et l'avant-dernière période, c'était la période de la génération de la Ronde. Génération de la Ronde, c'est la période débutée en 1898 qui va terminer en 1915. Et cette période, c'était une période, premièrement, le nom Génération de la Ronde est venu du fait que ces auteurs avaient l'habitude de publier dans un journal appelé La Ronde. Et les écrivains, c'était il y avait Georges Sylvain, il y avait Edmond Laforest, il y avait Charles Mouravian, Constantin Maillard et Damoclès Vieux. C'était tous des écrivains, des intellectuels qui évoluaient dans la période de la Ronde, la période de 1898 à 1915. Il y avait comme romanciers Frédéric Martin, Fernand Hibert, Justin Hérisson et Antoine Innocent. Eh bien, cette période était traversée par une tendance indigéniste, c'est-à-dire un retour vers la source, vers les indigènes, vers les aînés et
les unis par rapport à la race, OK? Et c'était ça, le mouvement de la génération de la ronde. Et après, la toute dernière période, c'est l'école indigéniste qui a vu le jour en 1915 jusqu'à 1974 et a continué alors. Et cette période, c'était période de l'occupation américaine. C'était une période extrêmement difficile parce que Haïti était sous la botte américaine, sous la puissance américaine, et ceci, il y avait beaucoup de rébellions de la part tantôt des politiciens, tantôt de la part des écrivains. Eh bien, il y avait beaucoup d'écrivains qui essayaient de lutter contre ce système, contre cette imposition, contre cette domination. Eh bien, c'est pourquoi on a vu Normil Sylvain, Émile Roumer, Karl Bois. Il y avait aussi comme poètes, il y avait des poètes qui étaient influencés ainsi par l'oncle du docteur Jean Price Moss et qui influençaient les poètes et en leur poussant à se référer vers l'Afrique, en leur poussant à s'inspirer de l'Afrique. Et il y avait par exemple Brière, il y avait Rousseau Camille, il y avait Jacques Romain, il y avait René Despeste. C'était tous des écrivains et de la période et, où il y avait l'école indigéniste. Il y avait, à partir de cette période, on a vu aussi l'apparition de d'autres écrivains après cette période. Et ces écrivains recherchaient la fraternité des races, recherchaient la fraternité des hommes, c'est-à-dire la fraternité de la race noire et l'Union mondiale des Africains, l'Union mondiale des Noirs. Et il y avait Anthony Phelps, malheureusement écrivain haïtien qui était persécuté par Duvalier, qui était contraint de laisser le pays et afin de se résider au Canada. Et il y avait René Philoctète, et il y a le grand Franck Étienne, l'écrivain contemporain que nous avons jusqu'à présent. OK, essayons de démarrer avec ce qui nous intéresse le plus, et c'est l'école patriotique. L'école patriotique ou période de l'épanouissement du romantisme haïtien. Mes chers amis, il était à 1870, environ 66 ans d'indépendance, 66 ans d'indépendance. Malgré tout, la littérature haïtienne n'a pas encore connu de chef-d'œuvre. Malheureusement, il n'y avait pas vraiment de texte qui s'impose comme original, comme suffisant. Non, il n'y avait pas vraiment de chef-d'œuvre, malheureusement, malgré 64 ans passés, 64 ans de littérature, 64 ans d'indépendance. On a vu beaucoup d'intellectuels, mais il n'y avait pas vraiment de chef-d'œuvre jusqu'en 1870. Et il y avait à partir, jusqu'à cette époque, Haïti a connu de grandes instabilités politiques. De grandes instabilités politiques, à rappeler qu'il y avait l'assassinat de Dessalines, il y avait la scission du pays en deux, le nord et le sud, l'ouest et le sud. Et il y avait aussi la mort de Pétion, le règne de Boyer qui a occasionné la mort qui a occasionné, oui, je peux le dire ainsi, qui a occasionné la mort le suicide de Christophe. Et Pétion Boyer allait diriger le pays pendant une très longue période. Et ceci, après le règne de Boyer, il y avait l'avènement de Giffard, malgré tout. Et
on n'a pas connu de grandes réalisations parce que surtout l'instabilité politique ralentit toujours l'essor des écrivains, l'élan des écritures, l'élan des belles lettres, parce que les écrivains ont besoin d'une certaine stabilité afin de pouvoir faire leurs travaux. OK. Et il y avait vraiment, il n'y avait pas assez d'intellectuels aussi, parce que, premièrement, il n'y avait pas suffisamment d'écoles, sauf le règne de Giffard qui a connu un certain effort sur le plan éducationnel, mais après, c'était de la gabegie, malheureusement, et ce qui n'a pas occasionné l'émancipation de nouveaux ou encore d'une pléiade intellectuelle parce qu'on avait une pénurie d'intellectuels, une pénurie au niveau de la production d'intellectuels. Bon, et durant toute cette période, Haïti a connu non seulement de l'instabilité politique, mais aussi d'autres crises vraiment difficiles à surmonter. Et il y avait beaucoup d'affaires. Par exemple, l'affaire Roubalcava et bombardement du Cap. On avait l'affaire du capitaine Batch. Et on avait l'affaire Luders. C'était tous des situations qui ont contribué dans la complication de l'évolution de la littérature haïtienne. OK. Maintenant, voyons quel était l'idéal du mouvement patriotique. D'ailleurs, le nom mouvement patriotique, c'était dans le but de protéger, de s'adhérer à sa patrie. Les intellectuels ont démontré leur attachement à leur patrie, à leur pays. C'est pourquoi on appelle cette période, ce mouvement patriotique, période patriotique. Et quel était l'idéal de ce mouvement? Quel était l'idéal de ce mouvement? Et contrairement à la période passée, à la période de 1836, il n'y avait pas vraiment l'école littéraire durant la période de du mouvement patriotique. Il n'y avait pas vraiment d'école et chaque écrivain était plus ou moins libre. Chaque écrivain défendait son idéal, ce qu'il pense, dise ce qu'il pense et s'adhère à ce qu'il veut. Parce qu'on était vraiment libre, il n'y avait pas d'école. Et c'est pourquoi on a observé à l'opposition d'un auteur par rapport à un autre et l'adhésion d'un écrivain à un mouvement politique et l'adhésion d'un autre à un autre mouvement. C'était le cas de Durand et Delorme qui appartenaient au parti national et Guibault et Firmin étaient membres du Parti libéral. Parce qu'à l'époque, chaque écrivain était libre de son choix, libre dans son choix. Et bon, de toute façon, malgré leurs différences, malgré leur appartenance, ça n'empêche pas aux écrivains de se lier, de se rencontrer, de discuter ensemble afin de défendre ensemble certains éléments. Premièrement, les écrivains du mouvement patriotique se fixaient comme idéal la défense du pays. Ils voulaient défendre le pays. Rappelez que c'était la première république noire, libre et de l'esclavage située dans la Caraïbe et dans le monde. Et il y avait beaucoup d'injures, beaucoup de calomnies. Ah oui, il y avait une erreur. Je dois. OK, merci. Et il y avait beaucoup d'injures, beaucoup de calomnies. Et il y avait l'apparition des puissances étrangères. Et pour cela, il faudrait aux écrivains l'usage de leur plume
afin de défendre leur pays. Il faut défendre le pays contre les étrangers. Mais les écrivains n'avaient pas d'armes. Les écrivains n'étaient pas les militaires. Leur seul moyen, leur seul support n'était autre que leur plume. C'est pourquoi ces écrivains allaient faire usage de leur plume afin de défendre leur pays. Lisons ce que disait Durand lorsqu'il y avait l'affaire Luders, lorsque Haïti était contraint de verser de l'argent à l'Allemagne en guise un signe de réparation. Durand disait, nous jetâmes l'argent, le front haut, l'âme fière, ainsi qu'on jette un os au chien. Nous jeter l'argent à front haut. Le front haut, ça exprime la fierté, l'âme fière d'ailleurs. Et il essaie d'éclairer ça en disant l'âme fière. Il y a une certaine fierté. On n'a pas de tristesse, on n'a pas de honte, de jeter de l'argent comme on jeta un os au chien. Nous baillons le temps qu'on a chien, nous manger, de la chizo à tes chien. C'est juste afin d'exprimer leur haine contre ce qui se passait, afin d'exprimer leur désaccord contre ce qui se passait. C'est pourquoi on dit que cette période, c'était une période où les écrivains défendaient leur patrie. L'un des idéaux, alors, c'était la défense de la patrie. Mais aussi, il y avait la défense de la race noire. Il y avait la défense de la race noire. Voyons, le fait qu'il y avait des guerres, il y avait des guerres civiles en Haïti, il y avait des conflits, il y avait de luttes pour le pouvoir. Eh bien, les étrangers disent que c'était bon, c'est bien de redire aux esclavages, oui, l'esclavage, c'est quelque chose de bon pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas se diriger, ils ne peuvent pas s'unir. Eh bien, s'ils ne peuvent pas s'unir, ils sont mûrs pour l'esclavage. Ils sont encore prêts pour l'esclavage. L'esclavage, ils méritent bien l'esclavage. C'était ça l'idée. Eh bien, c'est pourquoi les écrivains de cette période étaient obligés de contrecarrer des écrivains étrangers, surtout les Français, comme Comte de Gobineau, qui voulaient appuyer, oui, présenter une thèse où il fait une démonstration au profit de la race blanche, disant que la race blanche est supérieure. La race blanche est supérieure par rapport à la race noire. La race noire, c'est une race qui ne peut pas même qui ne sait même pas comment se gouverner, qui ne sait pas même comment s'unir, comment diriger son pays. Eh bien, il y avait, Dieu merci, Louis-Joseph Janvier, il y avait aussi un ténor Firmin qui ont rédigé de nouvelles thèses, de thèses contradictoires par rapport à Renan, par rapport à de Gobineau, afin de dire non, il n'y avait pas de race supérieure. Écoutez, le texte de Ténor Firmin titré De l'égalité des races humaines, et c'est un fameux texte traduit dans plusieurs langues dans le monde, c'est-à-dire que c'est un texte extraordinaire. Le troisième idéal, c'est l'exaltation de la patrie. L'exaltation de la patrie, c'est-à-dire qu'il faut exalter la patrie. Et on dit que les écrivains essaient de magnifier les pères, de magnifier les réalisations de nos pères, de nos aïeux. Voilà, regardons. Le nègre s'élança, surgit de son néant et franchit sa dernière étape de géant. Sa dernière étape de géant. C'est-à-dire, le nègre a atteint son plus haut niveau, son apogée comme géant. C'est ça l'idée. C'est afin d'exalter la patrie, d'exalter la patrie.
Voyons encore, nous devons, c'est notre partage, à conserver cet héritage, car nos enfants nous légueront. C'est encore d'autres phrases, d'autres parties de texte où l'on essaie d'exalter la patrie, où l'on essaie de rehausser le niveau de la patrie. On essaie aussi de décrire la nature haïtienne, de décrire à merveille la nature haïtienne. C'était le cas de Oswald Durand qui écrivait le Wanganegres. Le Wanganegres, c'est l'animal que l'oiseau que Durand essaie d'écrire comme un bon et bel animal, quelque chose de grand dans notre culture, dans notre nature. Tout ça, c'est pour défendre la nation. Et comment relever le pays? C'était la grande question de l'époque. Eh bien, les écrivains essayaient d'apporter des éléments de solution. Et le premier élément, c'était l'union. L'union. Il faut oublier les querelles. Il faut se dépouiller des ambitions mesquines, de conjuguer des forces communes, une force commune. Et c'est pourquoi on voit dans cet extrait, et je vous prêcherai à vous, citoyens, pour que règne la paix, l'oubli des torts anciens. Je vous prêcherai à vous, citoyens, l'oubli des torts anciens pour que règne la paix. C'est ça le sens de ces deux phrases. Mais dans le style poétique, il faut respecter les vers, il faut respecter le son. C'est pourquoi on n'a pas donné l'opportunité. C'est pourquoi on a inversé le sens de la phrase. La justice apaisant la vengeance farouche au parti affolé parlerait ma bouche. Et c'est ça. Et c'est un bon extrait et voulant présenter l'union comme moyen ultime permettant aux Haïtiens de sauver la patrie. Et le deuxième moyen, c'est le travail. Voyons ce que disait dans le chant national Durand, c'est à l'œuvre où tout est éphémère, à l'œuvre où tout est éphémère, ayons droit à l'égalité. Nous foulerons plus fiers la terre avec cette devise austère. Le travail. Dieu, le travail, la liberté. Voyons, le travail, la liberté. Le travail, c'est quelque chose d'extraordinaire permettant de rehausser le niveau de la patrie. Mes chers amis, je dois m'arrêter là parce qu'il est déjà 6h04. Je dois prendre les élèves du NS1 pour une séance de littérature haïtienne aussi. Je suis content. Je souhaite que vous alliez prendre un peu de temps afin de regarder cette vidéo et de regarder la note que je vous enverrai tout de suite. Merci infiniment. On verra la semaine prochaine. Merci. Je vous souhaite déjà un bon week-end et déjà un bon week-end et déjà une bonne semaine, une prochaine semaine est merveilleuse. On retrouvera, vous et moi, nous nous retrouverons la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle séance de français. Merci, c'est tout un plaisir. Jean-René Chati, votre ami, votre accompagnateur.